Bien le bonjour chers amis de l'internet, ici Monsieur France, votre créateur de contenu favori. Aujourd'hui, au menu, la Nouvelle-Calédonie, son histoire, la situation actuelle et son avenir. J'ai une petite annonce à vous faire, c'est peut-être une bombe, en tout cas une hypothèse de travail qui mérite qu'on s'y penche dessus et qui entraînerait des répercussions sur l'avenir de la collectivité si elle se révélait être juste. Alors restez calme et serein derrière vos écrans et mettez vos lunettes de soleil, car ça va chauffer. L'histoire de la Nouvelle-Calédonie débute quelques millénaires avant Jésus-Christ où les chercheurs estiment que le peuple Lapita s'installe sur l'île. Ce sont les premiers arrivants sur l'archipel qui sera bien plus tard appelé la Nouvelle-Calédonie. Il s'agit de populations dites austronésiennes, c'est-à-dire qui parlent des langues réparties de Madagascar à l'Asie du Sud-Est jusqu'au Pacifique. L'archéologue renommé Christophe Sand, qui a consacré une bonne partie de sa vie à l'étude de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique, nous explique que, ouvrez les guillemets, bien que les Lapita soient considérés comme les ancêtres des Kanaks, leur culture n'est pas la même, ce qui est une réalité bien difficile à admettre. Je dirais même impossible. À quoi pensez-vous en découvrant ces propos? Je dis génocide des Lapita par les ancêtres des Kanaks. En effet, comment un peuple austronésien peut évoluer à ce point et se trouver avec des descendants dits mélanésiens qui n'ont rien à voir culturellement avec leurs ancêtres? Néanmoins, aucune trace d'élimination de masse ou autre. On peut supposer une conquête lente et diffuse des Kanaks sur les Lapita par la démographie et l'épuration ethnique progressive. Problème, dans cette hypothèse, cela supposerait que les Kanaks viennent d'ailleurs. Nous aurions des traces archéologiques, bien qu'il n'existe pas de documents écrits. Ces peuples ont des cultures orales. Toutefois, comme le rappelle l'archéologue Christophe Sand, ouvrez les guillemets, on identifie absolument, dans l'archéologie calédonienne, aucune discontinuité, c'est-à-dire que l'on ne dispose d'aucune indication de remplacement de population par une autre. Il faut comprendre l'histoire du peuplement calédonien comme un processus lent qui s'est fait sur les millénaires. Bref, personnellement, je ne comprends pas. Une culture, elle, devient K, mais nous n'avons aucune trace de remplacement de population ou autre. Je remarque aussi que l'archéologue reconnu professionnellement en question, Christophe Sand, travaille en tant que chercheur dans une institution provinciale de la Nouvelle-Calédonie. Sans remettre en cause sa probité et son honnêteté intellectuelle, il serait difficile, dans sa position professionnelle et sociale, de parler de génocide ou de remplacement de la population Lapita par les Kanaks. C'est un peu comme si un expert en énergie qui travaille pour Total Energy trouvait une recherche qui irait à l'encontre du pétrole dont il est censé faire la promotion. Bref, mes amis, le mystère demeure. Et vous, qu'en pensez-vous? Si vous avez des éléments factuels intéressants, je suis preneur. Nous avançons dans le temps et l'archipel est exploré en 1774 par le navigateur britannique James Cook qui lui donnera le nom de la Nouvelle-Calédonie, Caledonia, qui est le nom latin de l'Écosse. Pourquoi? Car l'archipel ressemblait de par son relief montagneux à l'Écosse. Petit point géographie, la Nouvelle-Calédonie est un archipel, c'est-à-dire qu'elle rassemble des îles proches les unes des autres. Et la principale île, appelée Grande Terre, regroupe 88% du territoire. En 1850, le massacre de l'équipage de la corvette française l'Alsmen à Yingueban a fourni à Napoléon III le prétexte pour ordonner la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie, à condition que les Anglais ne l'aient pas déjà fait. Et en 1853, Napoléon III décide d'envoyer l'amiral Février des Pointes prendre possession de l'île au nom de la France. Un an plus tard, la capitale de l'archipel est fondée. Elle sera nommée Port-de-France, puis Nouméa en 1866. Pourquoi s'installer sur cette île pour la France, vous demandez-vous? C'est la question qui vous brûle les lèvres, n'est-ce pas? Pour plusieurs raisons. Il s'agissait pour l'empereur de permettre l'expansion de l'influence de la France dans le Pacifique et faire contrepoids aux Britanniques alors dominants dans la région. Autrement dit, pour leur faire chier. Mais aussi, il s'agissait de résoudre le problème de surmortalité du bagne de Cayenne en Guyane et de la surpopulation carcérale qu'il y avait en métropole. Ce faisant, la Nouvelle-Calédonie fut transformée en colonie de peuplement, ce qui a permis de maintenir une présence permanente sur l'île. Environ 31 000 condamnés furent envoyés en Nouvelle-Calédonie de 1864 à 1897. La fine fleur de la briganterie française avec plusieurs cépages et millésimes. Par exemple, le cru 1864 comporte 248 dits transportés. Il y eut également des déportés et des relégués. Je vais vous en dire plus sur ces trois nuances de brigantier. Les transportés sont des individus condamnés aux travaux forcés pour des crimes de droit commun, c'est-à-dire des personnes condamnées pour allant des infractions, allant du vol à l'assassinat.
Il constitue l'essentiel des prisonniers, 21 200 sur 31 000. Puis vient le cépage des déportés, avec un cru exceptionnel, celui de 1872, où nos prisonniers sont des condamnés politiques communards, c'est-à-dire ayant participé à la Commune de Paris. C'était l'extrême gauche de l'époque, sans les cheveux bleus et avec l'amour de la France et de la République. Puis vient le cépage dit relégué. Il s'agit de délinquants condamnés multirécidivistes qui, eux, ont pour spécificité de ne plus jamais pouvoir quitter l'île. La relégation est une peine perpétuelle qui s'ajoute à la peine subie. Globalement, la colonisation de l'archipel est organisée par une administration territoriale très puissante, représentée par un gouverneur nommé par les gouvernements de la Troisième République. En plus des condamnés, il y aura des Français dits libres qui s'installent et vont acquérir des terres pour développer l'économie de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi des travailleurs sous contrat et leurs familles qui s'implantent dans des espaces contrôlés par l'administration. On pense notamment aux Indonésiens et aux Vietnamiens. Ces colons vont construire les infrastructures, routes, ports, hôpitaux, etc. Cependant, cette colonisation a également entraîné la spoliation foncière des Kanaks, c'est-à-dire le vol de leurs terres. Cette situation a conduit à des révoltes qui ont été sévèrement réprimées. Plus concrètement, un code de l'indigénat va être mis en place à partir de 1871 et sera appliqué à tous les territoires en 1887. Les Mélanésiens, terme utilisé avant le terme Kanak, qui est récent, vont devenir des sujets de la France, n'auront pas de droits civils, mais uniquement des droits personnels conférés par la religion et la coutume. En d'autres termes, un droit différencié basé sur leurs croyances. J'ajoute à cela que la découverte d'un minerai proche du nickel en 1863 et 1866 par Jules Garnier, ingénieur des mines français, marque le début de l'exploitation minière de l'île. Le nickel deviendra rapidement la ressource phare de l'île. Nous reviendrons sur ce point prochainement. Je tiens à signaler plusieurs points importants. Premièrement, il convient de regarder l'histoire en adulte avec un regard réaliste, c'est-à-dire en haute définition. Il n'y a pas les bons d'un côté et les méchants de l'autre, tout est bien plus complexe. Il est aussi important de ne pas faire preuve d'anachronisme, c'est-à-dire de juger l'histoire avec nos valeurs de l'époque. On risque de ne pas comprendre. Oui, la Nouvelle-Calédonie fut une terre colonisée par la France, mais, contrairement aux anglo-saxons, la présence française a permis de sauver les indigènes, c'est-à-dire les Kanaks. Que sont devenus les Indiens en Amérique ? Quasiment disparus. Les peuples autochtones en Australie ? Quasi exterminés. Ils représentent 3,8% de la population de l'Australie aujourd'hui. La France ne se serait pas emparée rapidement de l'archipel. Les Britanniques auraient pris possession de l'île et auraient certainement conquis, puis éliminé progressivement les Mélanésiens, aujourd'hui appelés Kanaks. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de la colonisation française, juste de rétablir des réalités historiques. Continuons. Selon les données du recensement de 1901, la population de la Nouvelle-Calédonie était d'environ 29 000 habitants, dont environ 9 000 Européens et 19 000 Mélanésiens. Ces données sont considérées comme fiables par les historiens ayant étudié la question. Il s'agit d'estimations étant donné que l'administration de l'île était spécifique. Ainsi, à partir des années 1900, prend fin l'envoi de détenus en Nouvelle-Calédonie. Des métropolitains continuent d'affluer progressivement sur l'archipel, mais leur nombre est assez faible. Les descendants de Français et d'Européens vont être appelés les Caldoches, tandis que les descendants des autochtones seront appelés bien plus tard les Kanaks. L'immigration d'autres peuples mélanésiens continue également. Elle n'est pas très élevée en nombre. La Première Guerre mondiale va être l'occasion pour de nombreux Caldoches et Mélanésiens de s'engager et de participer à la guerre. Patriotisme ou sentiment de loyauté envers la France, qu'importe, les hommes seront mobilisés et se battront pour la patrie. Ils en paieront parfois le prix fort, leur vie, pour servir le nouveau pays, la nouvelle communauté de destin à laquelle ils adhèrent. Après la Première Guerre mondiale, la Nouvelle-Calédonie a continué à se développer sous l'administration française. Cependant, les tensions entre les Caldoches, les descendants de colons européens, et les Mélanésiens, peuples autochtones, ont persisté. Les Mélanésiens, toujours soumis à l'indigénat, commencent à revendiquer leurs droits et leur identité culturelle. C'est alors qu'éclate la Seconde Guerre mondiale. Après la défaite surprenante de la France en métropole, la Nouvelle-Calédonie s'est ralliée à la France libre du général de Gaulle en 1940. Elle est ensuite devenue une base importante pour les forces alliées, en particulier les Américains, qui étaient engagés dans la campagne du Pacifique. L'arrivée de plusieurs dizaines de milliers de soldats américains en 1942 a eu un impact significatif sur le territoire. Il a notamment américanisé et a stimulé son économie. La fin de cette guerre va marquer un renouveau dans l'histoire calédonienne. En somme, la Seconde Guerre mondiale et le ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la France de Gaulle va renforcer les liens entre l'île et la métropole. Les habitants, qu'ils soient caldoches ou mélanésiens, vont majoritairement être pro-français et la conjugaison des sentiments d'être calédoniens tout en étant français vont se renforcer.
C'est ainsi que notre vidéo de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie prend fin. C'était la première partie. Dans une deuxième partie, je continuerai de vous conter cette belle histoire, puis nous verrons où nous en sommes, et enfin, je tenterai d'esquisser des pistes pour l'avenir de ce bel archipel du Pacifique. Je voulais tout vous faire en une seule vidéo, mais c'était impossible, j'aurais fait une vidéo trop longue, et vous le savez, ceux qui me suivent ou ceux qui me découvrent, vous le voyez que j'ai un format qui tourne autour de 10 minutes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à partager, à aimer, et surtout à vous abonner et activer la petite cloche de notification. C'est important pour l'algorithme et pour le développement de cette chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.